bureau du Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a indiqué dans un communiqué qu'il avait félicité les combattants héroïques pour cette victoire dans la ville libérée. Mais le Premier ministre a affirmé plus tard qu'il ne déclarait officiellement la victoire qu'une fois les dernières poches de résistance nettoyées, des coups de feu et des frappes aériennes étant encore audibles dans l'après-midi en Irak. Il ne reste seulement qu'une ou deux poches de djihadistes de Daesh, a indiqué dans un communiqué Abadi. La reprise de la deuxième ville d'Irak, principale bastion de l'État islamique, est le plus important succès de Bagdad depuis que le groupe extrémiste sunnite s'était emparé en 2014 de vastes portions du territoire. Mais la victoire obtenue au prix de milliers de morts et blessés, d'un immense exode de la population et d'énormes destructions, ne marque pas pour autant la fin de la guerre contre l'organisation ultra-radicale responsable d'atrocités dans les zones sous son contrôle et d'attentats meurtriers dans le monde. L'EI contrôle toujours quelques zones en Irak, notamment les villes de Tal Afar et Hawija au nord de Bagdad et des zones désertiques de la province d'Al-Anbar à l'ouest, frontalière de la Syrie. Pour les forces irakiennes, la victoire à Mossoul sonne comme une revanche. La chute de la cité, le 10 juin 2014, avait été le symbole de l'effondrement de l'État irakien et de la débâcle de ses forces face aux djihadistes qui avaient déferlé sur l'ouest et le nord du pays. L'armée avait alors laissé derrière elle armements et véhicules militaires, précieux butin pour les djihadistes. L'un des incendies plus importants s'est déclaré près du comté de San Luis Obispo, à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles. L'incendie a ravagé environ 23 900 hectares et n'était maîtrisé qu'à 15%, ont fait savoir les autorités. Dans les environs de Santa Barbara, environ 1000 pompiers luttaient pour stopper cet incendie avec l'aide d'hélicoptères bombardiers d'eau. Un autre feu qui s'est déclaré samedi a dévasté 7800 hectares dans le comté de Santa Barbara et était loin d'être sous contrôle. Un autre incendie au nord de la ville de Sacramento a ravagé 5600 hectares et n'était pas maîtrisé. Il a entraîné des évacuations d'habitants et a détruit 17 bâtiments. 4 personnes ont été blessées. Une grande partie de la Californie du Sud, dont la mégapole de Los Angeles, a souffert d'une vague de chaleur avec des températures dépassant les 37 degrés. Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, a annoncé en avril la fin officielle de la sécheresse qui a sévi plus de 5 ans dans son État. Mais il a laissé en place des mesures de contrôle de l'usage de l'eau. Des forces rivales au gouvernement d'union nationale dirigé par Khalifa Guel ont à nouveau tenté ce dimanche de revenir dans la capitale libyenne. Mais les forces fidèles au gouvernement d'union nationale ont fermé la route côtière à l'entrée de la capitale, érigeant un barrage avec des sacs de sable. En mai dernier, ces milices avaient tiré sur le convoi du Premier ministre, entraînant des combats contre les forces fidèles au gouvernement, mais ils avaient finalement été chassés de Tripoli. Pour rappel, Khalifa Guel a dirigé le gouvernement de salut national jusqu'au 31 mars 2016, date de l'arrivée à Tripoli du gouvernement d'union nationale, soutenu par la communauté internationale et qu'il n'a jamais reconnu. Il n'a non plus jamais voulu vraiment renoncer au pouvoir. Et les forces qui lui sont fidèles ont fait durant les derniers mois plusieurs opérations spectaculaires dans la capitale, comme l'occupation de plusieurs ministères. Elles menacent systématiquement de faire partir l'actuel gouvernement par voie de mer, exactement comme il est arrivé. Ce modeste dispensaire de la Cité de Dieu, situé au cœur de la favela emblématique de Rio de Janeiro au Brésil, était censé gérer les petits pépins de santé. Mais ces derniers mois, il doit de plus en plus gérer des cas de blessures par balle et pratiquer une médecine de guerre. En ce moment, on exerce une médecine de guerre, littéralement. Et au-delà des blessés par balle, les centres médicaux sont situés dans des zones de conflit. Et le conflit explose pratiquement un jour sur 2. Ça affecte beaucoup la psychologie de toutes les équipes de ces dispensaires. Ces dispensaires n'ont pas de salle de chirurgie. Les patients blessés par balle ne peuvent pas y être opérés. Alors, la mission est de recevoir le patient, d'arrêter l'hémorragie et de le transférer en toute sécurité dans un grand hôpital.
3 des 4 lits que comptent les urgences sont occupés par des blessés par balle arrivés pratiquement en même temps. La réalité dépasse souvent la fiction dans la Cité de Dieu. Les professionnels de la santé qui travaillent dans ce dispensaire sont souvent très jeunes et certains craquent. En juin, 3 d'entre eux ont démissionné. Des effectifs très difficiles à remplacer malgré des salaires attractifs. « 50 voix pour, 26 voix contre et une abstention. C'est le score par lequel le projet de loi sur le Code du travail a été approuvé au Brésil mardi. En avril déjà, il avait été approuvé par la Chambre des députés et devait être adopté à la majorité simple par la Chambre haute pour pouvoir être promulgué par le président Temer. Cette réforme est considérée comme vitale par le gouvernement en quête de légitimité face à de graves accusations de corruption. Elle s'inscrit dans une série de mesures d'austérité visant à sortir le pays d'une récession historique au même titre que la réforme des retraites, elle aussi en cours d'examen par le Parlement. Michel Temer a salué le vote du Sénat dans une déclaration à la presse. L'adoption définitive de cette loi est une victoire pour le Brésil dans sa lutte contre le chômage et pour la construction d'un pays plus compétitif. Je crois que nous avons approuvé une des réformes les plus ambitieuses des 30 dernières années. La nouvelle loi travail prévoit notamment la création de contrats de travail plus flexibles et met fin aux cotisations syndicales obligatoires. 58% des Brésiliens y sont opposés, à en croire un sondage de l'Institut Datafolha. Mais le gouvernement Temer justifie ces mesures par la nécessité de créer des emplois dans un pays qui compte 13 800 000 de chômeurs, soit 13,3% de la population active. Après la comparution ce lundi de Nasser Zefzafi, le leader de la contestation dans le nord du Maroc devant un juge d'instruction, une vidéo de 2 minutes, non datée, non sourcée et visiblement filmée depuis une cellule, le montrant, a été diffusée par un site d'information local réputé proche des milieux sécuritaires. Pour élucider les circonstances de son enregistrement et la finalité de sa publication, le procureur général du roi à Casablanca a, selon un communiqué diffusé ce lundi soir, immédiatement ordonné l'ouverture d'une enquête. De son côté, l'administration pénitentiaire a démenti que cette vidéo a été enregistrée dans la prison de Casablanca, où est incarcéré depuis fin mai le chef de la contestation qui agite depuis le nord du pays. Pour la direction générale des prisons, Nasser Zefzafi, qui est notamment accusé d'atteinte à la sécurité intérieure, n'a jamais porté la tenue avec laquelle il apparaît dans la vidéo. Jugée comme dégradante pour Zefzafi, la vidéo a suscité de nombreuses réactions d'indignation. L'Association marocaine des droits de l'homme a condamné une séquence humiliante qui constitue une atteinte à ses droits de prisonnier. En Argentine, on peut dire que nous avons autour de 38% des enfants qui sont dans des situations intenses de pauvreté et environ 60% qui sont privés d'au moins un de leurs droits humains. Entre 2010 et 2016, nous sommes passés de 63% des enfants qui étaient privés d'au moins d'un de leurs droits fondamentaux à 58,7%, ce qui veut dire qu'il y a une tendance positive même si elle est lente. Nous avons ramené les soupes populaires dans la rue pour montrer la problématique que nous vivons depuis quelques années ici en Argentine. La pauvreté continue d'augmenter, la montée des prix de la nourriture, des aliments que nous consommons tous les jours, ça monte tous les jours et on continue de subir la hausse des frais pour les services publics que nous a opposé ce gouvernement il y a moins d'un an, en plus des mises à pied et des fermetures d'usines. La condamnation de l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est venue du bureau de Sergio Moro, juge emblématique de l'opération Lavage Express. Ce dernier a déjà mis sous les verrous des dizaines d'hommes politiques de tous bords,
impliqué dans le méga scandale de corruption autour de la compagnie pétrolière publique Petrobras. Il a condamné l'ex-président en première instance à 9 ans et 6 mois de prison pour corruption et blanchiment d'argent. Mais en attendant le jugement en appel, Luis Ignacio Lula da Silva restera en liberté. Mais si la condamnation est confirmée en appel, il ira en prison et ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2018. L'ex-président a été entre autres accusé d'avoir reçu en guise de pot de vin un appartement triplex dans une station balnéaire de la part du groupe de construction OAS. Mais il a toujours nié les accusations dont il fait l'objet. Suite à cette sentence, le Parti des travailleurs fondé par Lula dans les années 80 a dénoncé un acharnement judiciaire sans précédent dans l'histoire du Brésil. Il convoque à cet effet des manifestations dans toutes les grandes villes du pays pour exprimer leur soutien à Lula. Il faut dire que l'ancien président n'est pas le seul visé dans cette affaire. L'actuel président Michel Temer est lui aussi visé par de graves accusations de corruption qui pourraient provoquer un deuxième changement brutal à la tête de l'État en un peu plus d'1 an. Ils étaient nombreux à manifester à Caracas devant les bureaux de l'Institut d'assurance sociale pour dénoncer les pénuries de médicaments. Une situation qui affecte environ 300 000 personnes au Venezuela. Les organisations non gouvernementales ont décrié par ailleurs le coût élevé des médicaments. C'est inacceptable. 95% de pénurie au sein de l'assurance sociale, c'est une absence totale de médicaments, alors que nous avons des situations d'urgence dans le pays. Comment est-ce possible que pour des médicaments nécessaires, comme le Prophage, nécessaires comme l'oméprazole, nécessaires comme le Certican, que nous, les familles de patients, nous devions nous battre pour en trouver? C'est l'agonie. Dans mon cas, j'ai chaque jour plus de 20 mouvements intestinaux avec du sang. Mon taux d'hémoglobine a atteint 4 points. J'ai été transfusée. Je n'en peux plus d'attendre. Mais quoi? De mourir passivement dans ma maison? La pénurie frappe une large gamme de patients. Ceux atteints de cancer, d'hémophilie, de lupus, de sclérose en plaques, de maladies de Parkinson et j'en passe. Pendant plus de 3 mois, ils n'ont pas pu prendre le traitement complet. En dehors de la sécurité sociale, les manifestants ont déployé des banderoles avec des messages comme « Attends la mort, nous n'avons pas de main ».